Bonjour à tous, ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous écoutez. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Fervio, un homme aux multiples facettes que je compte parmi mes meilleurs amis. Français d'origine ivoirienne, Fervio incarne à la fois la richesse et la complexité de ce que l'on peut vivre quand on porte plusieurs identités. Néanmoins, Fervio est un homme noir évoluant dans une société où la couleur de peau demeure un sujet sensible, et dont découlent trop souvent des situations ou des circonstances marquées par la discrimination, l'injustice et d'autres formes de violence sociale. Fervio fait partie de ceux qui connaissent intimement ce qu'on appelle le code switching, c'est-à-dire cette capacité, voire cette nécessité d'adapter son langage et son comportement en fonction de ses interlocuteurs et du contexte. Bien sûr, le code switching n'est pas réservé exclusivement aux personnes racisées. Chacun adapte plus ou moins son comportement selon les milieux où il évolue. Toutefois, pour les personnes noires vivant en Occident, cette adaptation s'inscrit souvent dans une réalité bien particulière à laquelle d'autres ne sont pas forcément confrontés. Ce nouvel épisode met en lumière la démarche globale de ce podcast, à savoir favoriser une meilleure compréhension mutuelle à travers le partage de nos expériences personnelles. Fervio ne fait donc pas exception à cette règle, et nous allons aujourd'hui explorer son vécu en tant qu'homme noir en France. Je suis Barbara, et vous écoutez Bougie Parfumée. Bon épisode. Bonjour Fervio. Bonjour Barbara. Aujourd'hui, on va discuter du fait d'être noir en France et plus particulièrement être un homme noir en France. Qu'est-ce que ça signifie dans ton quotidien? Qu'est-ce que ça implique dans ta vie privée, dans ta vie pro et tout ça, quoi? Ok. Écoute, je pense que la réponse que je vais te donner aujourd'hui n'aurait pas été la même qu'il y a 10 ans, qu'il y a 15 ans. Aujourd'hui, je pense que ça va. Je pense que ça va parce que j'arrive dans un niveau de vie où je pense que ma condition d'homme noir vient après ce que je montre aux gens. Cependant, si on devait revenir on va dire 15 ans en arrière, ouais. Facilement, là j'ai 32 ans aujourd'hui, à l'heure où on enregistre ce podcast, si on devait revenir à les 15, voire 17 ans en arrière, je pense pas que c'était la partie la plus fun en tant qu'homme noir. Ouais. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai grandi en Seine-Saint-Denis, dans une cité de Seine-Saint-Denis. Ouais, et ça plus précisément à Noisy-le-Sec. Ouais. À Noisy-le-Sec. Et malgré que j'ai pas été le gars de cité, entre guillemets, je me pas m'inventer une vie, hein. J'ai pas dealé, j'ai pas fait de conneries, voilà. Moi, j'étais un gars, j'allais à l'école, j'allais au basket, je traînais avec mes potes, je faisais pas de folie, j'avais peur de ma mère. Un gars somme toute normal. Voilà. Et cependant, malgré ça, sans exagérer, je pense que j'ai dû avoir, entre mes 12 et mes 18 ans, en moyenne de 2 contrôles de police par semaine. Ouais. Et quand je dis ça, c'est une moyenne. Donc ça peut être moins, bien entendu, mais j'ai le souvenir de fois où c'était plus. Là, je peux raconter une anecdote à ce sujet-là. Comme je disais, j'ai grandi à Noisy-le-Sec et je traînais avec mes potes qui habitaient à Romainville, ce sont deux villes limitrophes. Je crois que je devais avoir 18 ans, un truc comme ça. Je pars de chez un de mes potes, 2h30, 3h du mat, on vient de tenir un poker. Je venais d'être éliminé, donc je rentre chez moi, je vais pas non plus les regarder prendre mon argent. Je rentre chez moi et bon voilà, j'ai une tenue vestimentaire très banale, hein, donc un survêtement, une capuche et voilà. Je me fais contrôler par la police. Donc moi, je sais pas pour les gens qui nous écoutent, mais moi depuis que j'ai l'âge de 12 ans, j'ai toujours mes papiers sur moi, donc une carte étudiante, une carte d'identité, un truc, bref. Ouais, donc c'est des choses auxquelles tu dois déjà penser en tant qu'homme noir, parce que peut-être que des personnes blanches n'y pensent même pas à avoir leur papier d'identité. Ma mère me l'a dit, elle me disait faut que tu aies tes papiers sur toi, parce que au moins, si tu te fais contrôler, il faut au moins que ce soit ça de moins qu'on ait à te reprocher. Ouais.
Tu prouves déjà que t'es français peut-être aussi. Exactement. Et donc, 2-3 heures du mat, je me fais contrôler et bon, ça se passe très bien, hein. Ils regardent mon identité, ils appellent le centre, le poste, oui voilà, bah vous pouvez continuer. Donc je rentre chez moi, j'avais 25 minutes de marche à peu près, il y a une pente. À 200 mètres de chez moi, je me refais contrôler. Voilà, il est toujours 2-3 heures du mat, je suis toujours en survêtement, sauf que voilà. Donc pas par les mêmes flics. Pas par la même flic. Et ce qui était drôle, c'est que on entend le central dans le talkie. Et là, il y a une dame qui dit, mais les gars, vous foutez exprès, vous l'avez contrôlé il y a 20 minutes. Putain. Et voilà, donc j'étais mort de rire et ils m'ont laissé partir parce qu'ils avaient rien à me reprocher, tout simplement. C'est tellement abusé, quand même. C'est un exemple, une anecdote que j'aime raconter parce qu'elle est totalement absurde. Et voilà, après, j'ai plein d'anecdotes où... Non, mais je pense que ça met clairement en lumière le contrôle au faciès en France, quoi. Tous mes amis hommes noirs se sont déjà fait contrôler et toujours dans des circonstances pas toujours très dignes ou en tout cas qui respectent pas ta dignité, tu vois. Par exemple, je pense à un gars, ils sont 3, 2 blancs, 1 métis, lui se fait contrôler, les 2 autres blancs non, quoi. Après, moi j'ai jamais véritablement vécu ça. Il est vrai que j'ai plein de potes blancs qui ne sont jamais fait contrôler. Ouais. Par contre, on va pas non plus jouer les Calimero. Si je me fais contrôler et qu'il y a des blancs, les blancs aussi sont contrôlés. Au moins t'as cette équité. Je dis pas que ça me réconforte, mais on va dire au moins il y a ça. Mais oui, je pense que il y a un élément qui revient particulièrement dans ma situation, ma condition d'homme noir en France, c'est mon rapport à la police. Ouais. Véritablement. Encore une fois, comme j'ai pu le dire précédemment, je suis pas un délinquant, je suis pas un bandit, j'ai rien fait de tout ça. Mais mon rapport à la police a toujours été conflictuel. Véritablement. Moi, il est pas conflictuel, mais je suis pas à l'aise, tu vois. Et c'est un paradoxe parce que j'ai bossé avec eux, je ne suis pas flic, je précise, mais j'ai bossé en tout cas en tant qu'intervenante auprès de la police. Mais pour autant, quand je suis dans la rue, je me sens pas safe. Quand je les vois, je me crispe un peu, tu vois. C'est ça, j'en parlais avec ma compagne. Et souvent, elle me demande, mais pourquoi tu spots la police ? Quand on va quelque part, tu dis, il y a la police là, il y a la police là. Ouais. Parce que contrairement à ce que je devrais ressentir, c'est-à-dire, il y a la police, c'est bon, tout va bien se passer. Moi, quand il y a la police, non, au contraire, je te dis, mon bye-bye. Je suis pas serein, j'ai eu, j'ai eu quelques altercations avec la police. Non pas parce que je suis un petit con, parce que je suis souvent à la limite de l'insubordination quand j'échange avec eux, mais quand tu sais que t'es dans ton droit, en fait c'est ça. Et jamais je vais être jamais je vais avoir des mots, mais jamais je vais être insultant, jamais je vais parce que tu sais que ça jouerait contre toi dans tous les cas. Par contre, il y a le cas où des agents, eux, ont des propos qui disent, c'est bon, ferme ta gueule, petit con. Ah ouais, carrément. Là, tu laisses pas passer. Là, tu laisses pas passer. Et d'autres raisons de plus, quand il y a du monde, c'est pas un agent qui me dit ferme ta gueule, petit con, ils sont 3-4, je suis seul. Non. Un agent qui me dit ferme ta gueule, petit con, ils sont 3-4 et il y a du monde, je laisse pas passer. Ouais. En fait, je vais surtout le faire passer lui pour un con. Ouais. C'est pas la bonne chose, je dis pas que c'est la bonne chose à faire. En même temps. Mais voilà. C'est toujours eu ce lien conflictuel. Après, encore une fois, j'ai déjà porté plainte, Mais si je peux éviter d'avoir affaire à la police, je m'en passe. Donc ça, c'est un point. Je pense que c'est un point de ma condition d'homme noir en France. Je sais pas si c'est la somme des deux, parce que je sais pas si c'est le cas pour une femme noire. Je pense que le rapport, il est quand même un peu plus souple, parce que déjà, t'es sexualisé, donc il y a ce regard qui est un peu moins menaçant, même si ça reste gênant, un mec qui te regarde parce que t'es agréable à ses yeux ou quoi, parce que t'es pas épargné par la police, hein, quand tu passes, ils te regardent, et voilà. Mais par contre... les échanges que j'ai eus avec eux, soit c'est dans un cadre pro où ça se passe relativement bien, tu vois.
je dirais pas que c'est mes best friends, mais bon, en tout cas, le taf est fait. Après, moi, j'ai un souvenir d'adolescence où j'avais 12 ans à peine, 12-13 ans. Je sors promener mon chien avec une copine. Moi, faut préciser, j'avais un tout petit chien, c'était un bichon. Ma pote avait un Rottweiler, donc déjà, c'est autre chose. On est toutes les deux noires. On habite dans un lotissement, maison, voilà, le truc un peu bourgeois, si tu veux. Et donc, on fait notre balade avec nos chiens, machin. Et il fait nuit, mais il est pas très tard, tu vois, il doit être 20h, même pas. Et on va à la cabine téléphonique. Et cette cabine téléphonique qui se trouve juste à côté du collège est souvent cassée par les petits cons du collège, voilà. Et là, il s'avère qu'elle est cassée. Ma pote passe son appel. Oui, d'ailleurs, cabine téléphonique, ça trahit un peu l'âge avancé de la personne, mais voilà. Et donc, elle passe son appel et tout. Et en partant, on va pour traverser la rue. Et puis, t'as une voiture qui passe à toute patate, tu vois. Et donc, moi, je fais un truc d'adolescent. Tu vois, ouais, sale con. Et puis, tu sais, je fais un doigt d'honneur et tout. Parce que, clairement, il a failli limite écraser nos chiens, quoi. Et là, t'as une vieille qui passe, donc qui a dû nous prendre pour des délinquantes finies parce que j'ai fait un doigt d'honneur et que j'ai dit un gros mot, voilà. Et elle a appelé les flics. Donc nous, on a eu le temps de finir notre balade, de rentrer dans notre lotissement, et vu qu'on était vraiment littéralement voisines, on discutait devant la porte de sa maison avant que moi je rentre dans la mienne, quoi. Et là, t'as une voiture de flic qui arrive. Ouais, bonsoir, machin, nanana. Enfin bref, contrôle, machin. Vous étiez pas là-bas, à la cabine, machin, mais ouais, elle était pas cassée, si. Et en fait, ils ont voulu nous fouiller. Enfin, ils nous ont fouillés. Il y avait une femme, donc c'est elle qui nous a palpé, machin et tout. On va vous emmener au poste. Et en fait, ouais, clairement, ils voulaient. Et moi, en fait, tu vois, n'importe quoi. c'est à ce point que j'étais naïve parce que pour moi. En fait, déjà, le racisme, j'en avais conscience, mais pas à ce point. Okay. Et donc, du coup, moi, quand ils me disaient on va vous emmener au poste, je me disais, waouh, gang, trop bien et tout. Je montais dans une voiture de police. Pour moi, c'était l'aventure, quoi. Alors qu'à aucun moment, je me dis que c'est par haine raciale ou. Enfin, voilà. Et. Donc j'appelle ma mère, elle sort, elle cherche à comprendre. Le père de ma pote, il est excédé, mais genre il leur hurle dessus et tout. Il dit ma fille elle monte pas avec vous, machin. Donc lui il l'emmène dans sa propre voiture. Moi je monte avec eux parce que je me dis gang encore une fois. Tu vois. Et on arrive là-bas et en fait il était déjà hyper tard quoi. Enfin entre temps parce que vraiment ils ont débarqué peut-être 1 heure après avoir croisé cette vieille là. Et donc, le temps que, ça crie, ça palpe, ça machin, ça nous emmène et tout, il était déjà bien 22h30. On avait cours le lendemain. Encore une fois, on est au collège, je crois, on était en 5e, 4e peut-être, quoi. Et donc, le père insiste et il dit non, mais la déposition, c'est demain, c'est pas ce soir, quoi. À son école. Puis je précise quand même que moi, j'étais une tête de classe de ouf. Vraiment, la meuf sans embrouille, sans histoire, quoi, qui fait absolument pas de vagues, sauf là où j'ai voulu prouver avec mon doigt d'honneur, mais c'est tout, quoi, tu vois. Et donc, bref... on y retourne le lendemain matin, donc on loupe les cours en plus du coup pour cette histoire et ils nous interrogent l'une après l'autre pour voir si nos histoires concordent et puis voilà, au final on est reparti comme on est arrivé quoi. Mais en fait ils nous ont fait perdre notre temps, ils nous ont clairement, je sais pas, enfin est-ce qu'on peut parler d'un abus, j'en sais rien, mais en tout cas oui il y a un abus de liberté, de dignité, de je sais pas trop quoi, mais c'est des années après quand j'en ai reparlé à quelqu'un, je me suis dit mais en fait ça c'était du racisme de ouf. Genre vraiment, quoi, parce que il y avait aucune preuve qu'on avait cassé cette cabine. Ils savaient très bien qu'elle était souvent cassée. Bien sûr. Et là, ce jour-là, ils ont dit, allez, les deux petites négresses, voilà, on va se les faire, quoi. C'est vraiment des cas de figure, des cas qui arrivent souvent. Enfin, je sais que nous, dans les banlieues, tu joues dans des écoles, tu joues au foot, au basket et compagnie. Bon, bien sûr, t'as pas le droit, soyons honnêtes, voilà. Mais quand les riverains appellent la police, laisse tomber, tu te dis que, oh là là, mon Dieu, vaut mieux qu'il y ait un petit Dimitri blond avec nous, c'est possible, parce que sinon ça peut aller très très loin et très très vite. Très très vite. Ouais. C'est pour ça que, toute proportion gardée, je sais pas si tu te rappelles l'affaire, comment il s'appelle, Naël, c'est ça, le petit jeune. Et j'avais eu des échanges avec certaines personnes, et j'en disais mais si ils avaient rien à se reprocher, pourquoi ils ont tenté de fuir et compagnie. Parce qu'il a paniqué tout simplement. Exactement. En fait.
S'ils étaient rassurants... C'est con, hein, mais il y a un sketch du Jamel Debbouze, à l'époque, il disait... il voyait les gens courir et il demandait pourquoi tu cours. Mais moi je cours parce que tu cours. Mais c'est ça en fait. C'est que parfois tu vois des gars à toi courir et tu te dis oh putain merde parce que t'es là au mauvais moment, au mauvais endroit, tu n'as rien fait. On va te prendre, on va te soulever pour rien. C'est clair. Cours quand même. Donc parfois il y a des trucs, il y a vraiment ouf, parce que ce truc-là, c'est assez universel chez tous les Noirs d'Occident, tu vois, parce qu'aux États-Unis, t'as ce truc-là, en Angleterre, même chose. Tous les Noirs qui voient d'autres Noirs courir, en général, ils disent mauvais bail, il faut que je cours aussi, quoi. Bien sûr. Jamais tu vas te dire, en fait, il faut vraiment être ça en mode ah non, mais moi j'ai rien fait, c'est bon, je cours pas. Après, je pense pas m'être retrouvé à devoir courir. Moi, j'ai couru pour les trucs inutiles. Je pense pas, moi, mais... surtout que je suis pas très léger, donc c'est mieux je cours en avance pour pas qu'on m'attrape, tu vois. Donc voilà. Mais ouais, encore une fois, j'ai pas m'inventé une vie, j'ai pas fait de folie, mais il y a des anecdotes drôles quand tu vis en cité, bien sûr. Ah oui, c'est que ce soit avec la police, que ce soit avec les autres cités, que ce soit... Alors, il y a trop de trucs. C'est assez drôle, Mais bon, c'est pas... C'est qu'une partie, je pense, de ma condition d'homme noir en France. Il y en a plein d'autres, plein d'autres sujets qu'on pourrait évoquer. Mais ça, c'est encore une fois, quand t'as posé la question, je disais vraiment que ma réponse aurait été différente il y a quelques années. Presque mais tu vois, presque en deux décennies. Vrai, ça a changé pour toi parce que peut-être t'es devenu un homme, etc. Mais tu vois que c'est toujours la même réalité pour les ados noirs ou arabes, en tout cas racisés. Je pense que c'est ça. J'ai eu la chance, je mets des grands guillemets, de faire des études loin de là où j'ai grandi. Enfin, loin. En tout cas dans des établissements. Dans des établissements différents. Ayant grandi à Noisy-le-Sec, j'ai fait mes études supérieures même simplement dès le lycée, j'étais pas dans dans la ville où j'ai grandi. Ça te permet de voir d'autres choses. À la fac, j'étais à la fac à Boulogne. Genre, t'as des contrastes entre Boulogne-Billancourt et Noisy-le-Sec. Et rien que là, déjà, les gens, ils sont... C'est bête, hein, mais les policiers à Boulogne sont moins stressés qu'à Noisy-le-Sec, déjà. C'est con, hein, mais... je pense qu'il a fallu que j'attende... on va penser que je suis une fixation sur les policiers, c'est pas le cas. Hein. C'est juste que... c'est quand C'est que eux font une fixation sur toi, peut-être. Je ne dirais pas ça. Je dirais pas jusque-là quand même, mais... première chose, c'est simple, quand tu poses la question de ma condition d'homme noir en France, on me parlait plein de sujets, que ce soit dans le monde du travail, que ce soit dans les relations hommes-femmes, que ce soit dans les relations familiales. On pourra peut-être en venir après, mais première chose à laquelle je pense, c'est mon rapport à l'autorité et à la police. Véritablement. Donc, c'est pour ça qu'il fallait que je commence par ça pour en répondre. Mais là, oui, maintenant, à 32 ans... Mais tu sais que moi, la dernière interaction que j'ai eue avec un policier, c'était... il m'a littéralement, verbalement agressé, quoi. C'était il y a 2 ans, je sortais d'un festival, donc tu vois, t'es toute contente, t'as passé un super moment, c'est l'été, trop bien, quoi. Et il y a une marée de gens qui vont prendre les transports, etc. Donc évidemment, t'as du monde, donc ils sont là pour faire un peu la régulation et tout. Et moi, je traverse. Il n'y a pas une voiture, tu vois, je vérifie quand même des deux côtés, tout ça. Je traverse, et là, t'as le mec, il arrive à 4 cm de mon visage et il me hurle dessus, genre « Madame Enfin, je sais même plus ce qu'il me dit. J'arrive même pas à me rappeler, mais j'étais là, mais quoi? Il me dit, oui, vous avez traversé, vous avez pas vu, le feu, il était pas rouge, machin. Et il me dit, et je fais, enfin non, voilà, ça y est, ça me revient. Il me dit, vous savez pourquoi je vous arrête? Mais vraiment, il me hurle dessus. Je fais, non. Je fais, pardon, vous savez pourquoi je vous arrête? Non. Eh ben, vous avez traversé, le feu, il était pas vert pour vous, machin. Et tu sais, moi, je me retourne naïvement, je regarde le bonhomme, et je vois que le bonhomme, il est vert, donc je me dis, il a certainement dû passer au vert entre-temps, mais je fais, désolé, j'ai pas vu, tu vois. Il me fait... Et en fait, il commence à m'embrouiller que oui, si c'est comme ça, là, ça va aller, mais la prochaine fois, c'est 4 € d'amende. Déjà, je me dis, ça doit être 80, mais il a tellement bafouillé, tellement été vénère, il m'a dit 4 €, donc déjà, j'ai eu envie d'exploser de rire, mais je me suis retenue. Et là, il y a son collègue qui lui a fait un geste, genre, mec, laisse-la tranquille, quoi, et il a dit, ouais, ah oui, non, parce qu'après, il voulait contrôler mon identité. Et je dis, j'ai pas mon sac à main, il est là-bas, c'est mon copain qui l'a, machin. Vos pièces, je viens de vous dire vos papiers, enfin bref, il bégaye, il bafouille, il est hyper vénère, tu vois. Je dis, je viens de vous dire, mon sac à main est là-bas, si vous voulez, on y va.
Et du coup, son collègue lui fait un signe, et puis c'est là qu'il me dit « Ouais, c'est bon, on va circuler, machin. » Mais en fait, ce qui était choquant, c'est que le gars, il avait ou mon âge ou moins, tu vois. Genre, à peine 30 ans, le gars. Et tu te dis, mais comment t'es aussi haineux, aussi jeune? J'ai des théories là-dessus. Vas-y, je t'écoute. Hein. Non, c'est bon, pas se lancer là-dedans. C'est pas le but. Mais oui, c'est vraiment... surtout, je comprends pas le but d'être dans cette confrontation agressive. Mais c'est ça, parce qu'il me leur dit excusez-moi, vous avez machin, faites attention, la prochaine fois, c'est une amende. J'aurais dit désolé et tout, bonne soirée, enfin tu vois. D'ailleurs, même quand il m'a dit sur quel, je dis merci, bonne soirée, tu vois, pour aller jusqu'au bout. Je dis, gars, je veux pas prendre ta haine en fait, donc moi je suis dans mon truc guilleret, je reste comme ça en fait. Parce que là, et encore, toi t'es là, t'as vraiment réagi, peut-être parce que fin de testo, j'étais un peu fatigué et compagnie, mais. Imagine, t'es une personne, t'as passé une mauvaise soirée, le gars il est là, il te rentre dans le lard, et toi tu lui dis mais va te faire foutre en fait. Bah ouais, tu peux vriller, clairement. Hein, et là tu te manges quoi vite. Tu te manges, je sais pas comment t'appelles, outrage à agent, je sais pas comment ils appellent ça, ou, enfin je connais pas les termes, mais ça peut aller très loin juste parce que t'es passé au rouge sur le feu rouge, enfin au rouge, c'est quoi Bref, donc voilà. Donc, non, oui, voilà, encore une fois, je pense qu'on a tous plus ou moins un truc avec la police. Après, je sais pas quelle autre particularité d'être noir ou un homme noir en France tu veux évoquer. Pour rester pour finir le chapitre police et sécurité en général, typiquement, moi, dès que je prenais l'avion, je me faisais systématiquement contrôler. Contrôler aux explosifs ou aux drogues ou j'en sais trop rien, mais c'était systématique. Ou alors, contrôle aléatoire, on va ouvrir votre bagage. Oui, allez-y, pas de problème. Qu'est-ce que je raconte? Je suis rentré de Dubaï il y a 2 semaines. La douane, ils m'ont interpellé, quoi. Oui, vous avez acheté là-bas, de valeurs, de trucs. Bon, après, apparemment, ça se fait beaucoup parce qu'ils savent qu'à Dubaï, tu peux ramener pas mal de machins, de valeurs et tout. Mais moi j'étais comme d'hab, cordial et tout. Bon retour, bienvenue parmi nous, un truc comme ça. Je dis ouais, super le retour, tu sais. mais ouais, ça n'a pas loupé. Le gars, il m'a alpagué direct, quoi. Tu vois. Alors que je me dis ça va, maintenant ils me font plus trop chier quand je passe la sécurité. Mais en fait, maintenant c'est à l'arrivée qu'ils me font chier. Quoi. Tu m'étonnes. Donc bon, voilà quoi. Ouais, je sais pas si tu te rappelles. Avec les douanes, c'est un peu particulier, mais j'avais un souci d'usurpation d'identité, ce qui fait que quand alors moi quand je prends l'avion, laisse tomber. À chaque fois. En fait, plus systématiquement, mais là récemment non, parce que l'année dernière j'ai pris l'avion, je parlais en Irlande, ça allait. Mais il y a des moments où tu suis en panique, tu vois. Tu te dis oh là là, putain, c'est vrai, ils vont me ressortir ça. Et donc en fait, il faut juste garder en mémoire la date ou une date où un contrôle a été fait et où tu as pu prouver que c'était bien toi. Ah ouais. Je dis ça à toutes les personnes qui ont des soucis d'usurpation, hein. Gardez en tête, gardez en mémoire la date ou une date où un contrôle et une validation de ton identité a été faite. Comme ça, tu la ressors et ils disent ok, c'est vrai, bon, mais on te prend la tête. Après, le plus simple, c'est de voyager avec le passeport. Parce que moi, en fait, quand je reste en Schengen, je suis en carte d'identité. Ouais. Mais une carte d'identité est facilement falsifiable en fait, ce qui fait que avec un passeport, là c'est biométrique, c'est toi, y a pas de débat, enfin on en parle pas, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça que moi je le prends nécessairement parce que ma carte d'identité est périmée depuis 2 ans et je l'ai toujours pas refaite. Moi je l'ai, et elle est encore valide. Alors que là récemment je suis sorti, j'étais en UK, donc avec le Brexit, on est obligé d'avoir le passeport, sinon t'es. Ah oui. Voilà. Mais faut bien retenir cette info, les gens qui vont en Angleterre vont pas se faire recaler à Gare du Nord ou à l'aéroport. Exactement, ouais. Très, très important. Donc voilà, mais sinon, comme j'ai pas quitté le lieu là en ce moment, donc c'est pas le problème. Mais oui, c'est des grands coups de stress avec ces genres d'histoires-là. Ouais. Mais d'ailleurs, je sais pas si quand j'ai été confronté à cette usurpation, encore une fois, je crois, je suis 19 ou 20 ans, je fais le con, je sors d'une gare, à la gare où j'habitais à l'époque, et je vois les contrôleurs. Et je me dis, on va le faire chier, on va les titiller un peu, tu vois. Et donc, j'arrive devant eux et je me dis, mince, j'ai pas mon passe Navigo. Et ils me disent, monsieur, passez sur le côté et on va vous contrôler. Et je dis, non, c'est bon, je l'ai retrouvé.
Et je passe, et je vois qu'il est valide. Non, mais passez quand même sur le compté, on va vous contrôler. C'est pas grave, hein, j'ai joué, j'ai perdu, tant pis. Il y a la police, ils me mettent au niveau de la police. Voilà. Bon, je passe ma carte d'identité, je passe mon... Juste on passe sur une place Navigo. Enfin, imaginaire à l'époque. Donc je lui donne, il tape mon nom et tout, et là, il voit qu'il y a un problème d'usurpation sur une entité qui remonte quand j'avais 11 ou 12 ans. Enfin bref, passons, on n'est pas là pour parler de ça. Et ils me disent... Ah, mais il y a un souci d'usurpation d'identité sur votre nom, on va vous embarquer avec nous. Quoi ? Et t'avais quel âge ? 19 ans, je crois. Putain. 20 ans. Normal. Ouais. Je dis, ok, est-ce que je suis. Donc en fait, t'es une victime, mais on t'embarque. Est-ce que je suis en état d'arrestation ? Non, ok. J'ai posé cette question-là. Parce qu'à tout moment, je dis, je me casse, tu vois. Ouais. Et donc j'arrive au commissariat. Et là, je repose la question, est-ce que je suis en état d'arrestation ? Non. Ok. Déjà, t'as été cool de les suivre. Et ouais, mais bon, on va pas faire le fou avec eux. Ils t'ont pas vraiment laissé le choix, Voilà, je pense. Surtout, ouais. Et donc, ils me disent, en fait, là, vous n'êtes pas en mesure de me prouver votre identité. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chez vous et on va vérifier votre identité. Quoi ? Et je dis, on va faire une perquise et tout, quoi. Vous allez y aller comment ? Enfin, genre, j'ai mes clés avec moi, donc... Ah non, mais on va y aller, soit vous passez vos clés, soit on ouvre la porte et tout. Mais c'est des grands malades. Et je dis, attendez, ne bougez pas. Vous avez un mandat ? Je dis, attendez, non, mais mandat ou pas, non, j'aime pas penser à ça. Ma mère, à l'époque, travaillait pour une avocate. Et j'appelle, et je lui dis, donc je dis, maman, est-ce que tu peux me passer sa patronne ? Et je lui dis, oui, allô, là, je suis au commissariat, et je lui explique la situation, et elle me dit, tu peux me passer le commissaire, s'il te plaît ? Et là, je l'entends au haut-parleur mettre un coup de savon au commissaire en mode, mais vous êtes malade. Et d'où vous allez rentrer chez les gens, vous allez perquisitionner, ici vous déposez un pocheton de je ne sais pas quoi dans son placard et tout. Exactement. Et comme dirait Dave Chappelle avec le crack. À chaque fois, tu retrouvais du crack sur les cadavres. Et donc finalement, je suis... on a dit, ok, d'accord, on va aller avec lui et tout. Donc j'y suis allé avec eux. Je leur ai montré, je sais pas, moi, mon truc de journée d'appel, mon bac, enfin des trucs... Donc ils sont venus chez toi ? Ils sont quand même venus chez moi, ouais. Ils sont quand même venus, ouais. Ils sont quand même venus. Et je leur ai montré des documents où... par exemple, je sais pas, moi... tu peux voler les certificats de carte vitale d'une personne, mais tu peux pas voler son baccalauréat, tu peux pas voler... je sais pas, moi, son truc de la journée d'appel, tu peux pas voler... En fait, ils voulaient juste voir si t'étais pas un migrant, quoi. Ouais, c'est ça, parce que très clairement, sur moi, j'avais ma CNI sur moi, mais je leur ai montré, tu vois, donc voilà. Et donc, c'est bon, merci, au revoir et tout. Et en fait, je me suis dit... putain, mais si j'avais pas eu ce contact-là avec une avocate, ils auraient juste pu venir défoncer la porte de chez moi, mettre un pocheton de je ne sais quelle substance, et en plus, c'est un dealer, tu vois. Ouais. Donc en fait, je vais loin dans mes histoires, parce qu'on peut... parce que c'est une réalité, en vrai. C'est peut-être vrai. pas la réalité, mais ça fait partie des plusieurs réalités qui existent. C'est vrai, quoi. Et peut-être que il y a juste une... Comment dire ça, un critère aléatoire qui fait que je suis un homme, je suis noir, et c'est passé ça. Ça aurait pu arriver à un homme blanc, noir, jaune, quoi que ce soit. Là, malheureusement, c'est arrivé à moi, et je connais aucun de mes potes à qui c'est arrivé, tu vois. Donc, après, il y a un petit délit de faciès chez les blancs. Souvent, c'est sur les blancs qui ont le crâne rasé, mais qui sont pas calviciés, tu vois, qui ont choisi d'avoir le crâne rasé, genre blanc balèze, le crâne rasé, tu vois. Je sais qu'il y a quelques gars blancs qui ont eu 2-3 trucs avec la police, mais ça reste vraiment épisodique, genre vraiment c'est le truc, un gars qui t'a raconté qu'une fois, enfin moi je pense à un gars en fait en particulier il y a une quinzaine d'années qui sortait avec une copine à moi, qui a fini en garde à vue parce qu'ils l'ont pris pour un violeur. Enfin, il correspondait à la description, alors que lui, juste, il marchait dans la rue, quoi. Et ils l'ont gardé 48 heures, et après, ils ont dit « Ouais, en fait, c'est pas vous, allez, ciao !» Tu vois. Non, mais c'est... Parce que blanc, crâne rasé, un peu le piercing à l'oreille, le machin. Enfin, le blanc dans un délire Renoir, on va dire ça comme ça, tu vois, très clairement. Donc voilà. Tu te dis « Mais quoi ?» Et normal, on te relâche, allez, ciao. Mais, pas d'excuses, rien, quoi. J'ai connu ça, mais pas avec la garde à vue. Pas jusque la garde à vue, parce que ça aurait été chiant. Je rentrais de Tours. J'étais parti donner une formation. Et là, il y a la police qui contrôle que les mêmes types de noirs. C'est-à-dire des noirs avec des locks. Genre, juste avant moi, ils ont contrôlé 3 gars locksés. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait, tu vois. Et, oui, bonjour, vous venez d'où, là? Je dis,
Je viens de Tours, le train vient de Tours. Enfin, c'est quoi cette question-là? Tu vois? Je me suis dit, bon. Je viens de Lampedusa. N'importe quoi. Et ils me disent, ok, et là, vous allez où? Je dis, bah, je rentre non, je rentrais pas, je crois que j'allais au taf, je crois. Ok, d'accord. Et après, ils m'ont entendu parler. Et apparemment, oui, non, mais c'est pas vous. En fait, son collègue lui dit, non, mais il a pas l'accent. Donc, d'accord, donc en fait, il cherchait un gars. Un gars loxé, ok. qui avait dû faire quelque chose avec un accent, je sais pas quel accent. Voilà. Après, ça, je peux comprendre, tu vois, si une personne, elle correspond à une description, etc. Mais de là à le mettre en garde à vue. Ah non, c'est ça que j'ai pas comme la garde à vue, pour ça. Ah, garde à vue, ça aurait été dur. Ouais, j'ai des potes qui se sont fait embarquer. Ça, c'était un truc aussi à dormir debout. J'avais 18 ans. Avec un pote, on va chez un autre pote un soir pour regarder un film. Ouais. Tu vois, non, vraiment le truc basique, quoi. Et donc le pote chez qui on allait, il s'est fait menacer en bas de chez lui. Il habitait à Sarcelles. Donc il s'est fait menacer en bas de chez lui par un gars qui lui sort un truc ouais, t'as géré ma meuf, je vais te planter. Enfin bref, voilà. Donc lui il se dit attends, c'est quoi ce délire? Donc lui monte chez lui, il appelle les flics. Donc déjà il fait le truc normal. Les flics disent ouais non mais machin. Enfin bref, ils veulent pas trop se déplacer, quoi. Il dit bah c'est pas grave, je vais me faire justice moi-même. Il raccroche. Donc il prend une batte de baseball et un couteau, je crois, et il descend. Donc lui aussi, bon, voilà, faut vraiment être débile, mais bon, il descend. Nous, on arrive avec mon pote en voiture. Il donne le couteau, je crois, à mon pote qui conduisait, du coup. Mais mon pote, quand il conduisait, vu qu'il se prenait pour un pilote, il avait des gants en cuir. Ah ouais. Donc couteau, gants en cuir. Moi, je suis dans la voiture, je dis mais vous faites quoi, les gars? Vous êtes sérieux là? Vas-y, n'importe quoi et tout. J'essaye de les dissuader, de dire c'est débile, on s'en fout de ce gars. Vas-y, on va regarder notre film, quoi. Ouais. Et là, boum, les flics, ils arrivent. Ah putain, le con. Donc ils embarquent mes deux potes. Arme blanche, machin, vous allez venir avec nous, machin. Mademoiselle, bon bah vous rentrez chez vous. Enfin, en gros, ils me disent faut déplacer la voiture, parce qu'en plus on s'était juste arrêté vite fait le temps de parler à mon pote. On allait aller se garer, quoi. Donc on était en double fil, machin. Il me dit oui, faut garer la voiture et tout. Je dis moi j'ai pas le permis. Et là il me dit ah bah voilà. Je dis bah vous pouvez me déposer chez moi au moins, faire un truc. Non, vous appelez quelqu'un. Et puis c'était l'époque où t'as du crédit sur ton téléphone, c'est pas illimité, t'appelles comme ça, machin. Donc je sais plus comment j'ai réussi à me démerder pour appeler ma mère. Le temps qu'elle vienne et tout, j'ai dû attendre, je sais pas, plus d'1 heure dans la voiture de mon pote, comme ça, en pleine nuit. Je sais pas, ouais, l'hiver. Bon, là, pour le coup, le mec n'a pas été smart. Ah non, mais clairement, oui, il méritait. Mais tu te dis, moi, ils m'ont laissé comme ça, quoi. Oui, j'avoue, ouais. Tu vois? Ils m'ont laissé en galère, vas-y, casse-toi. C'est pas comme dans les films où, oui, bonjour madame, on vous ramène votre fille. Ouais, tu vois, enfin, normalement, tu dois veiller à ma sécurité. T'étais mineur ou pas? Non, j'étais tout juste majeur, je crois. Ouais, peut-être pour ça. Je venais juste d'avoir 18 ans, ouais. Mais même, tu vois, ça m'est déjà arrivé d'être un soir, je sais pas, je rentrais d'une fête, un truc. Il était pas super tard, mais c'était un hiver vraiment glacial, tu vois. Et on se les caillait et on n'avait aucun moyen de rentrer en transport. Là, pour le coup, j'étais mineur. On croise les flics. Mais moi, je me dis, bah, la police, ils sont là pour nous aider, encore dans ma naïveté. Et je dis, ouais, est-ce que vous pouvez nous ramener chez nous? Il fait trop froid et tout. Je me rappelle que j'étais en Converse, mes pieds, ils gelaient tellement, je croyais que j'allais perdre mes orteils, quoi. Ils ont dit non. Ils nous ont laissés là. Et du coup, bah, encore une fois, j'ai appelé ma mère, qui est venue nous chercher. On était, je sais pas, peut-être 7 gamins. On est montés à 7 dans la voiture. C'était n'importe quoi. Parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen, en fait. Donc tu te dis, mais à quoi vous servez en fait? On vous paye des impôts. Toi, tu les appelles pour un chat qui est coincé dans un arbre, ils vont venir, mais toi, casse-toi, quoi, tu vois. Ah, j'avoue que j'ai pas de. C'est pas le réflexe de les appeler. Hein. Ah bah non, mais là, tu vois, on les croise, tu demandes de l'aide et en fait, bah non, tu vas te faire foutre, quoi. Donc voilà. C'est un peu. J'ai envie de dire c'est un peu dommage, hein, mais bon, après on va dire non, mais tous les flics ne sont pas comme ça. Écoutez, moi, de mon expérience. Je suis d'accord. Il y a un flic avec qui j'ai bossé qui est vraiment devenu un bon pote. Mais après, les autres, c'est resté cordial, quoi. Parce qu'ils ont des idées déjà... Même si, franchement, ils étaient pas du tout méchants. Au contraire, même très sympas. Ceux avec qui je bossais, encore une fois, c'est pas ceux des commissariats aussi, donc peut-être que ça joue. Mais ils ont quand même des idées qui sont très, très arrêtées sur beaucoup de choses, quoi. Et vu que moi je suis aux antipodes de ça, t'as pas forcément envie de creuser non plus, quoi. Je pense que ça serait intéressant intéressant ou pas d'ailleurs, hein, de débattre sur certaines
idéologies, sur certaines idées, avec différents corps de police. Quand je dis corps de police, je me dis, ça peut être, je sais pas moi, le cadet, là, le mec le mec de la BAC, le mec de, je ne sais pas, des différents trucs, parce que je suis pratiquement sûr qu'ils n'ont pas les mêmes points de vue, ils n'ont pas les mêmes ressentis, les mêmes vécus du terrain, tu vois. Parce que, je sais pas, le mec qui fait la circulation, là, qui est mis au barrage tu ne sais quoi, là. Ouais. Ça va, lui, sa vie, je sais pas, il n'a pas été confronté à de la haine ou quoi que ce soit. Je pense que les mecs des commissariats de certaines villes qui se mangent des rôdes dans les quartiers, voilà, elle est moins drôle, c'est ça, c'est que c'est le chien qui se mord la queue, là, en définitive, quoi, tu vois. Parce que, tu vois, je sais pas si tu te rappelles, à l'époque, les bails de police de proximité avec Sarkozy, là. Il y avait toujours des trucs qui traînaient tout le temps, là. Police municipale? Non, de proximité, pas la municipale. C'était vraiment, il y avait des policiers qui étaient là tout le temps. Genre, en gros, comme les mecs... Vu que moi, j'ai grandi dans une ville où il y a toujours eu la police qui rôde, police municipale, là. Ah, mais la municipale, c'est du coup, peut-être ceux de proximité, machin chose, ils étaient là, mais j'ai pas fait attention, quoi. La municipale, pour moi, elle a genre... c'est eux qui m'ont embarqué, là. Parce que... Quand j'avais 12 ans. À l'époque, moi, la municipale, elles n'avaient pas d'armes. Clairement, c'était des trucs sans armes. Vraiment, la municipale, ils sont armés, je crois. Et non, mais en fait, il y avait ces policiers qui étaient là tout le temps, qui pavanaient dans le truc, là. Mais ils pavanaient en mode cow-boy, tu vois. Ouais. Et ça rendait dingue. Genre vraiment... Vas-y, toi, là. Vas-y, avance là-bas, là. Tu vois. Je t'ai déjà vu la dernière fois, là. Vas-y, rentre chez toi. Mais je me dis, mais parce qu'à la base, Chuck Norris, tu vois, c'est que des trucs de... Ouais. C'est vraiment... C'est grave. Hein. Et ça te... Je sais pas comment définir ça. Ça te... Ouais, tu les vois, limite, ils passent à côté, tu te tais, il y a un silence pesant. Ouais. Et... Ouais, ça fait très Far West. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois, c'est ça, genre tu les vois, ils passent en mode cow-boy. Il y a le petit silence, là. Et dès qu'ils sont partis, c'est bon, tu reprends à parler. Comme vraiment dans le cliché dans le film, tu vois. Ouais, tu retiens ton souffle, presque. Voilà. Et c'est pesant, et c'était inutile, en fait, au possible, parce que... Est-ce qu'il y avait plus de sûreté parce qu'ils étaient là? Peut-être, je sais pas. Ouais. Je serais incapable de te dire, surtout à cette époque-là. Mais bref. Vraiment. Ouais, non, mais de toute façon, après, je pense que au-delà même des policiers, les hommes derrière l'uniforme, c'est l'institution qui est problématique, tu vois. J'avais lu un truc qui disait qu'en fait, le système de la police, comment il est fait, c'est calqué sur la manière dont, tu vois, les maîtres et les esclaves, quoi. Enfin, tu vois, ceux qui faisaient le tampon entre les maîtres et les esclaves, eux, là, les espèces de gars qui mettaient les coups de fouet, genre, vas-y, taf, machin, en gros, ces mecs-là sont les ancêtres de la police, super, quoi. Super. Tu vois. Donne envie. Je sais plus exactement comment c'était amené, mais l'idée, c'est un peu ça, quoi. Donc, voilà. Ça se transmet après, hein. Ces philosophies, etc. Donc, bon... C'est pas si étonnant à la fin, quoi. Je suis peut-être naïf, hein, mais je me dis que à un moment donné, si tu veux être policier, c'est que t'as envie d'avoir une idéologie en tête ou un truc, une façon, mais un truc positif initialement. Tu vois, tu peux dire. Mais franchement, en France, je pense. En fait, le fameux flic pote là que je connais. Lui, je pense qu'il a fait cette démarche-là, tu vois, d'être flic par idéologie, etc. Il est hyper ouvert d'esprit. Justement, lui, il dit qu'il passe son temps à s'embrouiller avec ses collègues à cause de ça, parce qu'il comprend pas comment on peut être justement un représentant de l'État, de la sécurité, etc. Et pour autant avoir des idées aussi arrêtées et être littéralement haineux envers plein de communautés, quoi. Pour lui, il y a une dichotomie à ce niveau-là, quoi. Donc, Ouais, non, mais je suis assez d'accord avec lui. C'est vraiment les... Ouais, je pense que si je devais définir la police quand j'étais petit, c'était, oui, les forces de l'ordre, certes, mais cette envie d'aider, de protéger,
ils n'ont pas de casser des gueules, tu vois. C'est surtout qu'avant, on les appelait des gardiens de la paix. Bah oui. Et maintenant, c'est des forces de l'ordre. Voilà, donc, tu vois, c'est n'importe quoi. Bref. Mais après, t'as certaines... Enfin, j'allais dire, tu vois, toutes les polices de tous les pays, elles sont un peu bancales, quoi. C'est soit elles sont hyper racistes, violentes, machin, soit elles sont véreuses, elles essaient toujours de te gratter un billet ou un truc. Où ils bafouent tes droits comme jamais, tu vois. Mais... j'avais rencontré 2 nanas qui étaient policières en Suède. Et c'était deux femmes en couple. Et elles disaient que là-bas, non seulement déjà, si t'es homosexuel, c'est pas un problème quand t'es dans la police. Non pas que c'en soit un en France, mais bon, vu les vannes que j'ai entendues envers le seul flic gay que j'ai croisé, bon, voilà. Et en fait, elle me disait qu'elle bossait dans une brigade qui était dédiée uniquement à, en gros, la répression de l'homophobie et du racisme. Donc, ils ont vraiment une unité de police en Suède qui ne fait que ça. J'étais mais what? Mais pour traquer dans la police? Bah, dans la police, dans la rue, en fait. Tu vois, si toi, tu viens porter plainte parce que tu dis, un gars, il m'a traité de sale noire ou quoi, ils vont mener une enquête. Et si c'est un policier qui fait ça? Bah, ils vont mener une enquête aussi, tu vois. Ça aussi, c'est dur. Souvent, quand il y a des affaires avec, je dirais une bêtise... Mais déjà, je pense que... Enfin, excuse-moi, je te coupe, mais si déjà, au sein même de la police, vous avez une unité qui sert qu'à ça, je pense que déjà, le recrutement des flics... est un peu plus, tu vois, enfin mieux géré et justement tu prends des gens un peu moins cons, quoi. Peut-être, c'est possible. Parce que je pense à ça parce que je me disais s'il fallait aussi sanctionner ses confrères, et ben tu vois souvent ce qui se passe en France. Par exemple, y a des gens qui vont porter plainte parce que tel ou tel agent a fait ça. Le temps que ça remonte, après t'as la police des polices ou je ne sais quoi là. Ouais, frère, bon. On sait les résultats, hein. On connaît tout ça. Bon, bref. Donc voilà, on se retrouve qu'on a fait un podcast sur la police finalement. Je te jure. Super. Alors que j'aurais tellement de trucs à leur raconter là-dessus d'ailleurs. Mais il faudrait faire une deuxième partie sur être noir en France parce que bon, c'est pas que le rapport à la police. C'est vrai, parce que comme je te disais, on aura le temps d'en faire une autre partie. Ça peut être, le fait d'être dans un couple interracial, etc. Un couple mixte. Et même, je pense qu'il y a un sujet qui pourrait être intéressant, c'est être un homme noir en France. Je connais pas comment ça se passe dans les autres pays, mais d'un point de vue affirmation et un point de vue je sais pas si c'est le bon terme, sentimental, parce que ça serait intéressant moi j'aurais bien voulu avoir les avis d'autres personnes, de comment tu peux laisser exprimer les sentiments et ce que tu ressens. Je vois parce que souvent on dit que l'homme noir, l'homme africain ou antillais, même la femme, a du mal à exprimer. Ah ok, oui non, je pensais pas que t'allais là. Non. Ok, je comprends. À exprimer ce qu'il ressent, à dire ce qu'il ressent. Mais ça, je pense que... C'est marrant parce que j'en parlais avec une copine tout à l'heure qui elle est blanche et son mec est noir. Et elle me disait qu'il est hyper dur et elle voit en fait comment sa belle famille éduque tu vois, les enfants, etc. Et elle me dit mais ils sont dans une telle dureté. Genre par exemple en fait elle me disait que le fils de sa belle-sœur, je sais pas, il est tombé ou je sais pas quoi, et ils lui ont dit non mais tu pleures pas, t'es un garçon, tu vas faire pipi au lit. Enfin limite il l'embrouille de faire pipi au lit. Tu dis mais enfin plus vous le traumatisez, plus il va faire pipi au lit en fait. C'est le principe, tu vois. C'est sur ça que je voudrais aller, parce que dès le plus jeune âge, il y a des propos qui sont en mode non mais tu n'as pas à pleurer, tu n'as pas à dire ça, tu n'as pas à faire ça. Ce qui fait que en grandissant, on dit oui mais justement, je parlais avec des potes, je comprends pas, il est pas doux, il est pas affectueux, il est pas câlin, mais c'est parce que c'est pas ce qu'on lui a appris. C'est parce qu'on lui a appris, et même, je dirais parfois même au-delà de ça, j'ai des situations où quand cet homme-là a montré ses faiblesses, a pleuré, on lui a fait on lui a mis ça dans la tête en mode t'as vu à ce moment-là t'as été faible alors que t'aurais pu, tu vois. Ah ouais, tu vois pas. Et donc c'est des situations où tu te dis bah est-ce qu'il est pas mieux de garder cette carapace, de garder cette volonté
de pas montrer les sentiments, d'être dur. Moi, j'essaye de... Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais c'est marrant parce qu'en tant que femme, c'est pas du tout le même ressenti. Dans le sens où, déjà, je pense qu'une femme, elle va plus exprimer ses émotions, ses ressentis, etc. Mais moins qu'une autre... tu vois, elle va être un peu plus sur la réserve qu'une femme blanche, par exemple, quoi. En revanche, je trouve que les gens sont très invalidants de tes ressentis. Moi, c'est ça que j'ai plus vécu, tu vois. Là, mais c'est bon, c'est bon. Ça, pourquoi tu pleures? Vas-y, tranquille, c'est rien, tu vois. C'est tout le monde. À chaque fois, quoi. C'est tout le monde. Je pense qu'il y a pas que être un homme noir ou une femme ou un truc comme ça. Tu penses que ça, c'est de manière générale dans la société? Totalement. Ouais. Je vais prendre... je sais pas, parce que moi, j'ai l'impression que quand une femme blanche pleure, il y a un hôpital qui crame, quoi. Enfin, tu vois, il y a le truc de vite, il faut aller lui porter secours, etc. Tu vois, enfin, après, pardonnez-moi si je me trompe, parce que je suis pas une femme blanche et donc j'en sais rien, et peut-être qu'il y a énormément de femmes blanches qui souffrent de cette invalidation de leur ressenti, tu vois, donc j'ai pas du tout envie d'affirmer des choses et tout ça. Mais en tout cas, de ce que moi j'ai observé dans ma vie, etc., j'ai l'impression quand même que quand une femme blanche est triste, ça a un peu plus de valeur que quand une femme noire est triste, tu vois. Parce que tu verras ça aussi dans les proportions gardées. Je crois il faudrait que je retrouve ce qui disait ça dans les hôpitaux. Ah ouais, oui, j'étais en train d'y penser, tu vois, j'allais y venir. En gros, les symptômes de la douleur des femmes subsahariennes et maghrébines sont moins prises en considération. Il y a ça a carrément un terme, genre le syndrome méditerranéen, un truc comme ça, tu vois. C'est ça ce que j'avais vu, parce que on dit ils ont tendance à surjouer, donc c'est n'importe quoi, tu vois. Alors qu'on a plutôt tendance à sous-jouer. Enfin, je sais pas ce qu'il en est des femmes arabes ou quoi, mais en tout cas chez les noirs, la douleur, putain, on l'encaisse, quoi. Enfin, donc, voilà. J'ai déjà vécu des douleurs que je sais que dans un autre corps, les gens ils seraient par terre, tu vois. Et pourtant, j'étais pas en train de crier. Non, mais c'est des cas de figure comme ça, ce qui font que oui, en tout cas pour revenir à... Là, le fait, j'y pense, ma pensée est un petit peu décousue, mais je me rappelle t'avoir envoyé une vidéo sur Instagram. C'était une émission américaine ou UK, et en gros, il y avait des femmes qui classaient des hommes, mais sur leur physique ou un truc et tout, tu vois. Ouais. Et à un moment donné... il peut classer des hommes de 1 à 10, bref. Et à un moment donné, il y a une question, c'était quand est-ce que vous avez pleuré pour la dernière fois, genre. Il y a des mecs qui disent, je sais pas, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 1 an, un truc. Et mais vous pleurez pas, mais c'est bien de pleurer et tout, faut libérer vos pensées. Et là, il y a un gars qui dit, j'ai pleuré il y a 2 mois parce que j'ai perdu mon pote, mon cousin, bref, je sais plus qui l'avait perdu. Ouais. Quand on s'en reclassé, le mec là en question qui a pleuré, elles l'ont mis en 8 ou en 9, parce que, non, mais, j'avoue, il a pleuré, nous, on a besoin d'un homme un peu plus fort, même, et tout. Tu vois ou pas? Tu vois ce genre de truc? Finalement, les gens, ils n'ont pas pleuré. Mais ça, là, tu veux dire les hommes en général? Oui, les hommes en général. Non, mais là, c'était il était noir, pour le coup, mais... Non, mais oui, j'avoue, je fais partie de ces femmes-là. Non, parce que c'est pas aussi tranché, tu vois. Mais j'ai déjà été avec un homme qui avait la larme facile. Au début, c'était touchant. À la fin, j'étais vénère. Parce que je me dis, attends, mais gars, tu pleures plus que moi. À un moment donné, ça va. Mais je comprends. Sachant que moi-même, j'ai la larme très facile. Donc, du coup, je sais qu'à la fin, j'en avais jusque-là, tu vois. Et c'est horrible parce que ta compassion, elle a des limites, en fait, tu vois. Et tu te dis, peut-être que lui, il vit une détresse, peut-être que c'est un hypersensible, peut-être qu'il y a plein de choses qui expliquent ça. Et toi, t'es juste là en train de le juger parce que c'est un mec qui pleure, quoi. Voilà. Tu vois, j'ai une image on regardait un film au ciné et il y avait une scène hyper touchante et genre il pleure et je le regarde, tu pleures? Non mais c'est trop beau, et j'avais envie de le niquer, genre mais vraiment j'étais vénère. Et franchement je me suis détestée pour ça en rétrospective. Je me dis mais n'importe quoi en fait de penser comme ça, tu vois. Alors que là tu vois mon compagnon actuel, je lui dis mais je t'ai jamais vu pleurer, c'est pas normal, tu vois. Donc en fait c'est n'importe quoi, tu vois, il y a pas de juste milieu. Mais c'est après voilà, il y a des, moi je sais que il y a des... Là, j'essaie de me rappeler ce qu'on a dernière fois que j'ai plus. Aussi, oui. La mort de Kobe. Je vais pas pleurer pour la naissance de mes enfants, t'imagines, hein, mais, moi, dès que je vois une vidéo de chien trop mignonne, ça y est, quoi. Non, c'est... Après, j'ai des trucs qui me font monter des émotions. En fait, ouais, parce que, après, c'est pas au point d'avoir des larmes, mais c'est... Il y a 2 jours, je t'envoie une vidéo, je t'ai dit que ta voix, la meuf, parce que, voilà, je suis maintenant à l'écoute de mes émotions, et
clairement, c'est pas dans ma famille qu'on m'a appris ça. Hein. Ouais. Vraiment pas, tu vois. Et donc, C'est vrai que, en fait, je pense que j'arrive pas trop à me rappeler, tu vois, des marques d'affection de ouf. Par exemple, mon père, toute ma vie, il m'a dit qu'il m'aimait. Mais j'y ai jamais cru. C'est fou, hein? Ouais, bah. Tu vois? Parce qu'à chaque fois qu'il nous disait qu'il nous aimait, il avait un coup dans le nez. Donc moi, je me disais, vas-y, lui. La vérité sort de la bouche des enfants, il est bourré. Vous êtes mes gosses, je vous aime. Et en même temps, il s'était barré. Tu vois, donc le fait que mes parents soient séparés, j'étais très jeune, j'avais 7 ans, et le fait que post ces 7 ans, ils nous disent qu'ils nous aiment une fois de temps en temps, je dis oui, bah t'as une drôle de manière de le prouver. Alors que je pense qu'ils nous aiment sincèrement, tu vois. Et bah, mais déjà là, moi-même j'étais matrixée de ouais, j'y crois pas, tu vois. Et je pense que là on digresse un peu, mais ça fait du bien. Je pense que ça va faire du bien de l'entendre. Mais aussi qu'il avait des marques d'affection qui montraient qu'il voilà. Parce que mon père il m'a toujours appelé par un petit nom, bah voilà, tu vois, alors que ma mère pas du tout. Et pour autant je suis mais tu vois, c'est bizarre hein, parce que c'est là même que je fais ma psychanalyse pendant que je t'en parle, mais j'avais jamais remarqué que dans mon inconscient ma mère elle est plus affectueuse que mon père, alors que pas du tout. Mon père est beaucoup plus démonstratif, mais en même temps il est tellement moins présent. Oui, bah oui. Tu vois, que du coup c'est ça, moi je sais clairement si on parle de ma mère hyper agressive et tout, tu vois, dans sa main, c'est une antillaise, tu vois, donc c'est le coup de pression, même pour dire des choses simples, c'est notre manière de communiquer chez les Antillais, tu vois, mais pour autant après je trouve que quand même ces 10 dernières années, elle est vachement plus démonstrative, tu vois, elle essaie de faire des câlins, des trucs, donc bon, moi je me laisse faire aussi, je me dis c'est cool, mais ouais, tu vois, je peux... Par écrit, on arrive à se dire je t'aime peut-être une fois par an, tu vois. Mais et pourtant, elle a retrouvé un courrier de quand j'étais vraiment petite, en colo, où je devais avoir 6-7 ans. Et à la fin, j'écris je t'aime, avec un millier de bisous, nanana, et tout. Je suis trop mignonne et tout. Mais j'avais oublié que j'étais comme ça, tu vois. Alors moi, j'étais super démonstrative, en fait, petite. Mais ça s'est perdu, en fait. C'est pas ça chez nous, hein. Vraiment... Des marques d'affection, ma daronne, c'est viens manger. Hein. Je t'ai acheté à manger, toi, je t'ai acheté ça. Ah bah oui, ça aussi, là, complètement. Ah, daronne, la bouffe, les vêtements, les fringues, jusqu'à aujourd'hui, tu vois, j'ai 36 balais, ma mère, elle m'achète encore des vêtements, quoi. Bien tu sûr. Vois. Il y a des gens, ça les fait... Mes potes, mes copines blanches, à chaque fois qu'elles voient une sape stylée sur moi, font c'est ta mère ou pas? Tellement elles savent, tu vois, que c'est... Bien sûr. C'est ça, quoi. Mais tu vois, par exemple... bon, ta mère aussi multiple grand-mère. Mais moi, la mienne, franchement, quand je la vois avec mes enfants, je me dis, mais qui êtes-vous? Mais moi, c'était dur, hein. C'est qui, ça? Mais vous êtes qui? Pourquoi vous faites des câlins, vous jouez, vous courez, mais vous êtes qui? Mais vraiment, moi, j'ai eu un moment de... Je sais pas si c'est un deuil, mais j'ai eu un moment d'ajustement quand j'ai eu des neveux et nièces. Où je voyais ma mère en mode maman gâteau et tout, j'étais là, mais quoi? Enfin, mamie gâteau, pardon. Bah ouais. Et surtout, quand mon frère ou ma sœur allaient gronder leurs enfants, elle les embrouillait. Bah ouais, bien sûr. Quoi? Un jour, je lui ai dit, je suis là, mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Totalement. Parce que ma mère, elle nous a tapé, littéralement. J'étais là, mais quoi? D'où? Elle m'a dit, ah, ça va. Je dis, ok, bon, bah, ok, ça va. Bien sûr, je suis là, moi, je mets des coups de pression à mon fils, elle me dit, ah, mais c'est bon, t'abuses. Je dis, mais. Mais ça va pas. T'as perdu la mémoire ou quoi? Voyons, mais non, vraiment, c'est... Mais tant mieux, je pense non, bah oui, au final, après tu passes au-delà et c'est trop beau, tu vois, parce que moi, j'ai pas connu ça aussi, tu vois, le rapport grands-parents et tout. Ouais. J'ai eu tous mes grands-parents, même des arrière-grands-parents, mais ceux que j'affectionnais particulièrement, ils étaient aux Antilles. Donc mes arrière-grands-parents, ils défonçaient tout, tu vois, mais je les ai pas vus énormément de fois, etc. Par contre, j'ai ce souvenir de ouf de mon arrière-grand-mère qui me raconte la seule fois où elle est venue en France pour le mariage de ma mère. Donc ça, tu vois, c'est des... Ouais. Voilà. Et mais du côté de mon père, mon grand-père, je l'ai pas connu. Et ma grand-mère, elle est encore en vie, mais je la vois une fois tous les 5 ans, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, ce rapport aux grands-parents Enfin, tu vois, des amis qui disent « Ah, mes grands-parents, ils sont morts, je suis au bout de ma vie. » Moi, j'ai pas vécu ça, tu vois. J'ai eu de la tristesse, mais pas au point d'être en deuil, de machin. Et donc, du coup, quand tu vois tes parents en mode mamie gâteau, ça fait bizarre, quoi, parce que t'as pas connu cette réalité. J'ai eu, si moi, ma grand-mère,
J'étais très proche de ma grand-mère. Ouais. Et même mon grand-père aussi, mais surtout ma grand-mère. Et ma grand-mère est décédée il y a pas très longtemps. Enfin, à quoi, en 2024 maintenant. Elle est décédée en 2019, je crois. Ouais. Donc c'est quand même assez récent. Ouais. Donc j'ai eu une grand-mère assez tard, tu vois, en gros jusqu'à mes 27, 28 ans. Mais ouais, elle était vraiment très proche de ma grand-mère et elle était pareille. Enfin, le rapport avec ma mère et ma grand-mère, c'était assez étrange parce que... Je tiens à dire qu'on a dérivé complet sur le sujet de base. Mais c'est pas grave. Elle était pas... Enfin, ma mère était pas proche de sa mère parce que c'est sa grand-mère qui l'a élevée. Ouais. Donc voilà. Au même titre que ma mère nous a envoyés chez ma grand-mère, moi très peu de temps parce que j'ai été malade, et par exemple ma grande sœur, qui elle est née à Paris aussi, a été envoyée en Côte d'Ivoire de ses, je sais pas, 1 an à ses 8 ou ses 9 ans. C'est-à-dire qu'aussi elle a ce même rapport avec ma grand-mère que ma mère avec. Donc voilà. Ouais, ce qui fait qu'on a... Et donc nous, notre grand-mère, c'était vraiment quelque chose... comptait beaucoup pour vous, quoi. Et donc c'était assez dur, mais c'est là où tu vois que il y a de l'affection qui est... Parce que ma grand-mère, c'était pas câlin non plus, tu vois, mais en fait, peut-être que c'est nous qu'on se rattache à des petits trucs comme ça et que, en vrai, la vraie affection, c'est dire à une personne qu'on l'aime, ce truc, peut-être, hein. Mais tu sens, j'ai jamais douté de l'amour de ma mère ou de ma sœur ou quoi que ce soit. Mais je peux pas le quantifier par un je En fait, c'est juste des codes qui sont différents, exactement, en fait, tu vois. Exactement. Par exemple, ma compagne, elle appelle ses parents 2-3 fois par semaine. Ça clôture toujours par un je t'aime. Ah ouais? Tout le temps. Mais des appels de 1h30, 2h. Tu vois. Après, nous, on s'appelle tous les jours, hein, pour le coup. Oui, j'appelle d'ailleurs tous les jours, mais ça dure 35 secondes. Non, nous, ça dépend. Moi, c'est... Avec mes sœurs, on peut rester très longtemps. Je suis le genre de gars, ma mère ou ma sœur, elle m'appelle, j'ai même pas besoin de partir de mon bureau, parce que je sais qu'elle va me dire oui, ok, ouais, ok, vas-y, salut. Mais on s'appelle tous les jours. Ouais. Et là, si je cumule le temps d'appel passé avec ma mère depuis le 1er janvier, je sais même pas si on a 10 minutes, pourtant ça s'appelait tous les jours. Nous, c'est au moins 10 minutes quand on s'appelle. Non, c'est... Parfois 5 quand je suis occupé et que j'abrège, tu vois, mais... Après, il y a des moments plus longs. Mais parfois ça peut... Après, ma mère, je reste jamais trop longtemps. Le max, ça va être 1 heure, tu vois, mais avec mes sœurs, ça peut aller à 2-3 heures. Parfois, je passe une journée entière, j'ai fait grave des trucs, je te téléphone toute la journée. Parce qu'on vit pas aux mêmes endroits aussi, tu vois, donc... Oui, mais non, franchement, avec ma sœur, c'est les conversations les plus brèves qui existent. Ah ouais, c'est vraiment, il y a pas de... Ouais, ok, tu veux quoi? Ok, allez, salut. Franchement, il faudrait que je te montre mon téléphone, mais avec ma sœur, il y a des conversations improbables. Ouais. Et même avec mon frère, d'ailleurs. Avec mon frère, on s'appelle moins souvent, mais quand on s'appelle, c'est toujours 1 heure, 2 heures. Ouais, bah... Tu vois. Et en ce moment, on s'appelle grave souvent, pour le coup. Tous les 2 jours, je crois, on s'appelle, tu vois. Bien, c'est bien. Mais ouais, on a digressé de ouf. Ouais, bah ouais. Tant mieux. Je voulais dire un truc, du coup, j'ai oublié. On va calibrer la prochaine fois. Ouais, mais c'est bien aussi comme ça, tu vois. Ouais. Ça sort comme ça vient, quoi. En tout cas, ah oui, voilà, c'était ça que je voulais dire pour les codes différents, les marques d'amour et tout. Ça m'a fait penser à un oncle aux Antilles, tu vois, que je vois vraiment une fois tous les, je sais pas combien, tu vois. Ça fait bien 10 ans que je l'ai pas vu, peut-être même plus, 15 ans. Et j'ai passé une nuit chez lui. Et en fait, il était agressif. Enfin, pas agressif, mais il était cassant. Tout le temps, tu vois. Ouais. Et en fait, moi, ça me faisait mourir de rire. Je me disais, pourquoi il a besoin d'être comme ça? Parce que vraiment, genre, par exemple, j'arrive avec mon cousin chez lui et on sortait de la plage et moi, j'avais juste ma serviette de plage, donc je voulais me doucher et je lui demande une serviette de douche, quoi. Il me dit, ah, tu viens sans serviette, toi? Donc, je dis, bah ouais, je sors de la plage, tu sais. Donc, il me sort une serviette. En plus, tu vois que la serviette, elle est toute neuve. Le gars, il reçoit jamais. Donc, voilà, bref. Donc, il y a ça. Après, le lendemain, on va se faire une grande balade, tu vois, une espèce de rando et tout. Et à un moment donné, mon cousin s'arrête pour faire tu sais, de la muscu là, en plein air sur les machines. Donc moi je m'arrête avec lui, mon oncle il continue à faire un tour et puis il revient. Et puis quand il revient, il fait c'est bon, t'as fini ton sport? Et toi, t'as fait quoi? T'es restée assise là? Moi j'étais morte de rire. Tu sais, pourquoi il a besoin d'être comme ça, tu vois? Alors qu'au fond,
il était grave saucé qu'on soit là. Genre, il avait fait un bête de plats à manger. Genre, vraiment, tu sais, les plats entiers que tu laisses mijoter longtemps et tout. Donc, tu sais qu'il s'est donné. Mais, au lieu de dire, ouais, ça me fait plaisir que vous soyez là, etc., il nous montre par le fait de, voilà, nous faire à manger, machin. Mais à côté de ça, qu'il tacle. Et moi, je trouvais ça trop marrant. Alors que quand j'étais petite, tu vois, c'était des choses qui allaient me toucher. Ouais, parce que tu te développes, tu sais pas que les gens, ils sont juste agressifs pour être agressifs. Non, mais c'est ça, faut comprendre les codes. Voilà. Tu vois, une phrase toute bête, je pense que vous allez reconnaître. Ta tête, là. C'est ça, mais voilà. Ça, je le dis, mais tellement. C'est bête. En fait, c'est une marque d'affection. Bah, bien sûr. C'est à la fois, bon, quand la personne est full seum, tu le dis, mais aussi quand tu l'aimes, quoi. Genre, mon copain, je lui dis tout le temps, ta tête, là. Faut que lui-même, il a retenu. Bah, bien sûr. Donc, voilà. Bon, bah, du coup, je pense que on va s'arrêter là-dessus pour aujourd'hui. Et puis, on fera une seconde partie ultérieurement. Merci en tout cas pour ton témoignage, c'était hyper intéressant. J'espère que les auditeurs, vous comprenez un peu mieux la condition d'un homme noir en France et d'une femme également. Et puis, de toute façon, on vous donnera d'autres détails plus tard. Merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir écouté. Merci. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à laisser des petites étoiles si vous êtes satisfait du contenu. Vous pouvez également vous abonner aux réseaux sociaux du podcast disponibles en description. En attendant, je vous dis à la prochaine et vous remercie de votre écoute. À bientôt.